Imaginez un homme, un mari exemplaire, un père aimant et selon toute apparence, l'un des plus éminents médecins de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Pendant 18 ans, chaque matin, il embrasse sa femme, dépose ses 2 enfants à l'école et franchit la frontière suisse pour aller, pense-t-on, sauver des vies et diriger des recherches internationales de haut niveau. Dans son quartier de Prévé-Saint-Mouins, il est respecté, admiré, presque envié. Il incarne la réussite tranquille, la stabilité d'une vie sans l'ombre d'un nuage. Mais ce matin du 9 janvier 1993, la brume glaciale qui enveloppe la villa familiale est déchirée par des hurlements et une fumée noire et épaisse. La maison brûle. Lorsque les pompiers pénètrent dans les décombres calcinés, ils s'attendent à un drame domestique, un accident atroce. Ce qu'ils découvrent est une scène de guerre qui va hanter leur nuit. Florence, l'épouse, gît dans son lit, le crâne fracassé par un objet lourd. À l'étage, les 2 enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, ont été abattus dans leur sommeil. Au milieu de ce chaos, Jean-Claude Roman est retrouvé inconscient, intoxiqué par la fumée, mais vivant. On imagine d'abord qu'un rôdeur, un fou, a massacré cette famille parfaite et tenté d'éliminer le seul témoin en mettant le feu. Mais quand les enquêteurs, par simple procédure, appellent le standard de l'OMS à Genève pour prévenir les collègues du docteur Roman, le silence au bout du fil devient soudainement glacial. La standardiste cherche, vérifie, demande à ses supérieurs, puis finit par répondre cette phrase qui va faire basculer l'histoire de la criminologie française. « Monsieur, nous n'avons aucun Jean-Claude Roman dans nos registres, aucun médecin, aucun chercheur, rien. Cet homme n'existe pas chez nous. » En une fraction de seconde, 18 ans de réalité s'évaporent. L'homme qui gît sur ce brancard n'est pas médecin, il n'est pas chercheur, il n'est rien. Qui est vraiment Jean-Claude Roman ? Pourquoi a-t-il fallu que tout son univers soit réduit en cendres pour que la vérité éclate ? Restez bien accrochés, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas seulement l'histoire d'un crime, c'est l'autopsie d'un mensonge si vaste qu'il a fini par dévorer la vie de tous ceux qui l'entouraient. C'est l'affaire de l'adversaire. Pour comprendre comment on en arrive à un tel carnage, il faut remonter le temps, bien avant le sang et les flammes. Nous sommes en 1974. Jean-Claude est un étudiant sans histoire à la faculté de médecine de Lyon. Il est décrit comme quelqu'un de sérieux, peut-être un peu trop discret, l'enfant prodige d'une famille du Jura qui mise tout sur lui. Un jour de 2e année, il rate un examen. Un simple examen de passage. Pour n'importe qui d'autre, ce serait un échec banal, un redoublement sans gravité. Mais pour Jean-Claude, l'idée de décevoir ses parents, de briser l'image de perfection qu'il projette, est insupportable. Alors il fait ce choix qui va sceller son destin. Il ne dit rien. Mieux, il annonce à ses parents qu'il a réussi avec brio. Le piège se referme instantanément. L'année suivante, Jean-Claude s'inscrit à nouveau en 2e année, mais ne se présente à aucun cours, à aucun examen. Il passe ses journées dans les bibliothèques universitaires, à lire des ouvrages médicaux complexes pour pouvoir tenir la conversation avec ses amis qui, eux, progressent réellement. Pendant 12 ans, vous avez bien entendu, 12 ans, Jean-Claude Roman va simuler son cursus médical. Il s'inscrit chaque année en 2e année, ne passe jamais en 3e, mais raconte à tout le monde qu'il devient interne, puis chercheur renommé. Mais comment peut-on mentir aussi longtemps sans se faire prendre ? C'est là que la psychologie de Roman devient fascinante. Il ne ment pas par plaisir narcissique de tromper, il ment par nécessité de survie sociale. Pour justifier ses moments de faiblesse ou ses absences, il va jusqu'à s'inventer un cancer. Il crée un personnage de chercheur solitaire, brillant, mais accablé par le poids de ses responsabilités. Et le plus incroyable, c'est que tout le monde le croit. Personne ne demande jamais à voir son diplôme ou sa carte professionnelle. Pourquoi douterait-on d'un homme si calme, si cultivé ? D'ailleurs, avant d'entrer dans la phase où ce mensonge devient une machine à tuer, si vous aimez ce genre d'analyse profonde sur la psychologie criminelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer, car nous allons bientôt traiter d'autres dossiers où la réalité dépasse l'entendement.
Un petit like permet aussi de faire connaître cette enquête au plus grand nombre, alors merci à ceux qui prennent 2 secondes pour le faire. Revenons à Jean-Claude. Une fois ses études fictives terminées, il doit trouver un travail. Il annonce alors fièrement à sa famille qu'il a été recruté par l'OMS à Genève. C'est le poste parfait pour un imposteur, prestigieux, international et surtout situé derrière une frontière. Désormais, chaque matin, il quitte sa maison, embrasse sa femme Florence et ses enfants et monte dans sa voiture. Mais au lieu de se rendre dans un bureau, il erre. Il passe ses journées entières sur les parkings d'autoroute, marche seul dans les forêts du Jura par tous les temps, ou lit des journaux internationaux dans les halls d'hôtels de luxe pour rester au courant de l'actualité médicale et pouvoir en discuter le soir à table. Mais vivre comme un grand médecin de l'OMS coûte cher, très cher. Il faut entretenir la villa, payer les écoles privées des enfants, les voyages. Sans salaire, comment fait-il ? Il met au point une escroquerie d'une cruauté inouïe. Il prétend que son statut diplomatique lui donne accès à des placements financiers secrets en Suisse, réservés aux fonctionnaires internationaux, avec des rendements de 15 ou 20%. Ses parents, ses beaux-parents, ses amis les plus proches lui confient leurs économies de toute une vie. Jean-Claude utilise cet argent pour payer son train de vie et rembourser au compte-gouttes ceux qui demandent un peu de liquidité pour ne pas éveiller les soupçons. Il ne travaille pas, il consomme le capital de ceux qu'il aime. Mais au début des années 90, la mécanique se grippe. Le mensonge, comme une bête affamée, demande toujours plus de carburant. Ses beaux-parents veulent leur argent, et sa maîtresse, Chantal, à qui il a soutiré près d'1 million de francs, exige des preuves. Le cercle se referme. Jean-Claude sent le souffle de la vérité sur sa nuque. Le 8 janvier 1993, Jean-Claude sait que le lendemain, tout sera fini. La banque va confirmer qu'il n'y a plus un sou. Sa femme va réaliser qu'elle partage sa vie avec un fantôme. Mais pour Roman, la perspective d'être démasqué est pire que la mort. Il ne supporte pas l'idée que ses proches voient en lui un néant. Il décide d'annihiler le monde avant que le monde ne le juge. Le 9 janvier 1993, l'horreur commence. Dans le silence de la nuit, il tue Florence avec un rouleau à pâtisserie. Le lendemain matin, il prépare un petit déjeuner normal pour ses enfants, Caroline et Antoine. Ils regardent ensemble des dessins animés. Puis, il les fait monter à l'étage et les abat froidement dans leur lit avec une carabine munie d'un silencieux. L'atrocité continue. Il conduit jusqu'à la maison de ses parents, déjeune avec eux, puis abat son père par derrière dans le garage avant de tuer sa mère dans la cuisine. Il repart ensuite vers Paris pour tenter de tuer sa maîtresse sans y parvenir. De retour dans sa villa remplie de cadavres, il avale des barbituriques périmés et met le feu à la maison. Mais les pompiers le sauvent. Le réveil à l'hôpital marque le début d'un procès historique en 1996. On y découvre un homme poli, effacé, dont les psychiatres diagnostiquent un trouble de la personnalité narcissique extrême. Romain n'existait que par le regard des autres. En les tuant, il a tenté de figer son mensonge pour qu'il reste sa seule vérité éternelle. Condamné à la perpétuité, il devient en prison un détenu modèle, tourné vers la religion. En 2019, après 26 ans de cellule, il obtient la liberté conditionnelle. Aujourd'hui, il vit dans une abbaye sous une identité protégée. L'imposteur a réussi son coup final. Il a obtenu le droit de ne plus être Jean-Claude Roman. Cette affaire nous laisse avec une question terrifiante. À quel point connaissons-nous réellement ceux qui partagent notre toit ? Dites-moi dans les commentaires ce qui vous choque le plus, ce mensonge de 18 ans ou le calme de ce dernier petit déjeuner avec ses enfants. J'attends vos analyses psychologiques, vos théories m'intéressent énormément. Si cette plongée dans l'ombre vous a captivé, un immense merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Vous pouvez aussi cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, elle traite d'un cas tout aussi mystérieux.
Prenez soin de vous et surtout, gardez l'œil ouvert. À bientôt.